Les recettes pompettes explosent. En saison 1, c'était que de la vodka dans les bouteilles. Il y a des invités qui ont vraiment pris très très cher. Et je vois ma hype qui s'effiloche et qui finit dans le caniveau et je vois qu'on m'appelle plus du tout. Snoop Dogg a partagé ce sketch, il y a 50 Cent a partagé ce sketch et tout. C'est trop bizarre quoi d'avoir créé un buzz mondial, tu vois, et que personne sait que c'est toi qui l'as fait, c'est très très chelou. Lui, c'est Dark Angel 64. Ses amis l'appellent 64. Mais comme il en a pas, les gens l'appellent Dark. Sa passion, les jeux vidéo. Son revenu, son appartement qu'il sous-loue à... Caroline, étudiante en fac de psycho, qui ne comprend rien aux jeux vidéo. Par contre, elle se plonge corps et âme dans sa collection de poupées de porcelaine. Donc moi, j'ai commencé à mettre des vidéos sur Internet en 98. En fait, j'ai commencé à faire des vidéos dans mon jardin, j'avais 7-8 ans, en Afrique. Et après, le moyen de numériser tes cassettes H8 et de les mettre sur Internet et tout, c'est arrivé en 97-98. Donc moi, je venais d'un truc où tout le monde était seul dans son coin et on faisait des vidéos où on avait 30 casquettes sur la tête de toute la conception de fabriquer tout ça. Et No Life est arrivé en offrant un peu plus de moyens, mais alors vraiment ça de plus quoi. Comme on avait un endroit où on pouvait s'exprimer, parce qu'avant les plateformes n'existaient pas, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas Dailymotion, tout ça, c'était juste des sites internet. Là, il y avait un truc qui pouvait regrouper plein de gens. Donc du coup, Davy m'a ramené sur No Life et on a commencé à lancer voilà, plein de trucs, des sitcoms avec Nerds. Donc on pensait prod, hein, c'était vraiment fait avec des bouts de ficelle. Donc on fait une sitcom qui est filmée depuis l'écran de télé. Donc clairement, on a plagié Caméra Café, c'était écran fixe, quoi. Sans le conscientiser, mais on a appris sur le tas à fabriquer une série télé. On s'est retrouvé à faire 4 saisons de cette série. Donc à apprendre la dramaturgie, le machin, le truc, la narration et tout, et puis même la technique et tout, quoi. Donc c'était vraiment les mains dedans, quoi. Et en parallèle, j'ai proposé une émission de cuisine, parce que moi j'aime bien cuisiner. Et donc j'avais fait une émission de cuisine sur une chaîne où sur le papier les gens mangent des pizzas surgelées, quoi. Donc du coup je trouvais ça cool d'apprendre à des gens à faire à manger. Et là vraiment pour le coup un public qui s'en fout complètement de la bouffe, quoi. Du coup il y avait cette période, pour moi je le revois un peu comme le Far West, quoi. Il y avait vraiment ce truc de pionnier où ça tirait dans tous les sens et tout le monde créait dans tous les sens et tout. Et il y avait plein d'identités qui se dessinaient à droite à gauche, c'est hyper intéressant. Moi j'ai beaucoup aimé cette période-là et en même temps j'étais vachement frustré, je me rappelle, parce que à cette période-là commençaient les youtubeurs, YouTube arrivait à peu près à ce moment-là, et il y avait donc Cyprien, etc., qui commençaient à cartonner de ouf et qui avaient des placements produits, des OP, des machins, et donc eux ils vivaient très bien de leurs vidéos alors que nous, limite on payait pour fabriquer du contenu, quoi. J'étais très frustré financièrement de ce truc-là où je me disais putain mais mon métier c'est pas un métier, quoi, c'est... je crée, je fabrique tout le temps, et en fait, j'en vis pas. Il y avait un truc où je me disais, le modèle économique marche pas, quoi. Et en même temps, j'avais aucun contact dans le milieu du divertissement ou quoi, donc je savais pas du tout comment faire pour avancer là-dedans. Donc j'ai pas réfléchi, j'ai continué à fabriquer, quoi. En gros, Davy, je l'ai rencontré dans un festival qui était en 2003, c'était le festival du film web, qui était le premier festival qui regroupait tous les créateurs de vidéos numériques, quoi. Donc il y avait une sélection de 10 courts-métrages, et en fait, il y avait des trucs très sérieux, des trucs d'action, machin, tout ça. Et il y avait juste 2 films qui étaient marrants avec un humour débile, c'était celui de Davy et le mien. Donc du coup, on s'est rencontrés comme ça. Alors lui, il était en Ardèche à l'époque, mais ensuite, il est monté à Paris, et on a pu se voir en vrai, et on a commencé à bosser ensemble. Au début, il venait dans mes trucs, moi j'allais dans les siens, et puis petit à petit, en fait, on a compris qu'on avait vraiment la même grammaire et de taf, de rigueur de taf, et en même temps de l'amour de cet humour qui est débile. Et donc du coup, ça a matché comme ça naturellement, quoi. En fait, on savait pas trop, on n'avait pas conscience de l'impact que ça avait. Les vues des vidéos étaient vraiment pas ouf. Mais quand on a commencé à sortir Nerds en DVD, quand on a commencé à organiser des dédicaces et tout dans des Fnac, là on a vu les queues qui étaient mais genre lunaires, quoi. Et là, on s'est dit, ah ok, en fait, là, il y a un délire. En fait, c'est bizarrement, tu vois, en fabriquant du web, c'est quand on a vu les vrais humains qui étaient là en masse ou à Japan Expo, machin, où là, on s'est dit, ah ok, il se passe un truc, quoi. En même temps, on savait pas trop vers où aller, tu vois, on avait que No Life, tu vois, comme truc ultime, quoi. Donc du coup, c'était un truc un peu bizarre, quoi. Ankama est arrivé à la prod au bout de quelques années, et donc on a pu avoir un petit salaire pour fabriquer et Nerds et J'irai le lait sur vos tombes, qui était un talk show hebdo.
Et donc du coup, on a pu être rémunéré via Ankama pendant quelques années. En fait, le plus dingue, c'était... Alors déjà, c'est cool parce que ça reste dans le même univers, tu vois, c'est pas une marque de pneus ou je sais pas quoi, enfin tu vois, ça reste un peu cohérent et tout. Mais surtout, le plus ouf, c'est que c'était du vrai mécénat, tu vois, c'est que vraiment, ils nous produisaient sans aucun retour, tu vois, financier ou quoi. C'était juste, ils kiffaient, ils avaient envie de fabriquer du contenu. Et on s'est retrouvé avec un mécène qui était Ankama et c'était une période qui était assez ouf. Ouais. Il m'a invité dans son émission de cuisine qui s'appelait Mange mon geek où il faisait des plats pas très bons et il disait que des horreurs. Et en fait, on s'est rencontrés à ce moment-là et on s'est tout de suite plu. On a décidé de faire soit un garage auto ensemble, soit des enfants, soit un complexe de pêche. Vous savez, comme il y en a des fois des trucs où pour faire de la pêche à la mouche, de la pêche à la ligne. De l'endurocarpe. Ok, bref, et un jour on s'est dit, mais non, on s'égare, on n'a qu'à faire un groupe. Ça sonne comme une vanne quand je dis que j'ai sorti 2 albums et que j'étais chanteur il y a plus d'une dizaine d'années, mais c'est vrai, j'ai sorti 2 albums. Donc ça a été 3-4 ans de ma vie, Les Rois de la Suède, avec Yvan Callot, qui était donc à la base un pote. On s'est dit à un moment, donc lui il sortait des Fatal Picard. En fait, on s'est dit un jour de grande dépression commune, je me rappelle très bien, on était dans un resto, on avait envie de crever tous les deux, on savait pas quoi faire vraiment de nos vies et tout. Et on s'est dit, mais viens, on fait une comédie musicale. C'est parti de ça. Et donc on a écrit une comédie musicale pour la jouer dans des cafés-théâtres et tout. Puis en fait, au bout d'un moment, on s'est dit, mais non, mais c'est con parce qu'il a tout le réseau de la musique, quoi, et des festivals, des machins, des trucs. Du coup, on a fait péter notre comédie musicale. On a gardé le peu de chansons qui pouvaient vivre hors contexte. On a réécrit des chansons et c'est devenu un groupe. Et on a tourné comme ça, 3-4 ans. En festival, machin, un truc. En fait, c'est très étrange parce que c'est clairement pas mon métier. Je pense que j'étais pas très bon sur scène. J'oubliais un peu mes paroles et tout. Surtout qu'en fait, on est arrivé, donc c'était un groupe où on faisait des chansons qui se dansent, mais quand tu écoutes les textes, ça se veut marrant. Donc c'était un peu blague dansant, quoi. Et en fait, on est arrivé à un moment où Fatal Bazooka venait d'arrêter. Il y avait Stupéflip avait aussi arrêté. Enfin, il y avait une pause de ces groupes un peu chelous et tout. Et donc du coup, comme il y avait une vraie demande, ils avaient créé une demande de ça. En fait, nous, on s'est retrouvés à remplir cette case avec ce groupe. Et en fait, on s'est retrouvés dans les trucs. Moi, j'ai fait des concerts, 3000, 5000 personnes et tout. Enfin, genre des très, très gros trucs, tu vois. Et je me disais, qu'est-ce que je fous là? Vraiment l'imposture totale, quoi. Et donc, je vivais un peu bizarrement toute cette période-là. Et en même temps, j'étais hyper content d'être sur scène et de faire des blagues et tout ça. En fait, à chaque fois que je passe à la place de la Bastille, je me dis, pour la fête de la musique de je sais plus quelle année, on a été payé par la mairie de Paris. Et on a fait un concert, place de la Bastille, il y avait 3000 personnes, tu vois. Et je me dis, c'est trop chelou, quoi, que j'ai fait ça dans ma vie. J'ai toujours aimé faire des chansons et tout, et je continue à en faire. Et quand j'ai des idées, je le fais sur France Inter ou sur Twitch ou quoi. Et là, même sur scène, je suis en train de réfléchir à des trucs pour ça, ouais. Je viens d'un monde de la création où j'étais toujours tout seul. Et donc, du coup, j'ai compris que, en fait, en me mettant dans des teams, en fait, on peut... y a un truc d'émulsion qui fait que tout le monde avance, tu vois. Alors évidemment, tu as des gens qui avancent pas à la même vitesse et tout, ça c'est normal, tu vois, mais en tout cas, il y a ce truc où c'est important de s'entourer de gens. Surtout quand moi, j'aime avoir plusieurs projets en parallèle. J'ai toujours 2-3 trucs qui tournent en même temps. Et donc, du coup, je suis obligé d'avoir des gens sur chaque truc avec moi, sinon je peux pas avancer, quoi. Donc, il y a aussi ce truc-là, quoi. C'est que dans mon organisation, j'ai besoin d'avoir des gens à chaque fois, quoi. Donc, moi, j'ai commencé sur Caméra Café et scène de ménage, les tout premiers sketchs de scène de ménage. Et donc, je l'ai fait évidemment pour l'argent parce que j'avais enfin trouvé un métier qui pouvait me ramener de la thune. Et en même temps, en fait, c'était tellement un grand écart entre moi, ce que je fais et ce que j'écrivais pour les autres, que ça me faisait rire pour l'anecdote, tu vois. De dire j'écris pour scène de ménage, ce qui a pas trop de sens quand tu connais mon travail, moi, ce que je propose. Donc ça a été un truc qui m'a alimenté, qui m'a aussi permis de rencontrer des gens et tout. Le taf d'auteur, alors ça dépend parce que t'as plusieurs trucs, c'est auteur pour de la scène, auteur pour de la télé, auteur pour de la radio ou quoi. Mais en gros, quand t'es auteur, t'es clairement quelqu'un de l'ombre et tu dois beaucoup passer de temps avec les personnes qui sont à l'image, ou en tout cas le producteur, la vision qu'il veut imprimer, tu vois, sur l'image, pour comprendre le truc et choper la même musique, tu vois. Et après, l'idée, c'est de surtout pas avoir d'ego quand tu es auteur pour quelqu'un d'autre. Par exemple, moi, j'ai écrit sur les tutos de Jérôme Niels, j'écrivais ça. Et en fait, le truc, c'est qu'il faut pas avoir d'ego, faut pas dire, tiens, je vais amener mes trucs et tout. Pas du tout. En fait, t'es vraiment au service de l'autre. Et quand tu acceptes ce truc-là, c'est un vrai plaisir quand tu aimes
la personne pour qui tu... Voilà. Et le truc, c'est d'écrire un max et de le mettre le mieux du monde. Mais les Césars, c'est pareil, tu vois, c'est que t'es au service de l'autre, quoi. Sur le groupe Les Rois de la Suède, notre éditeur, c'était Raoul Breton. Et les éditions Raoul Breton, en fait, donc c'est... derrière, c'était Charles Aznavour qui avait repris les éditions Raoul Breton. Et donc, en gros, c'est un gigantesque truc d'édition qui gère Johnny Hallyday, machin. Enfin, tous les plus grands, c'était Raoul Breton. Je sais pas qui était Raoul Breton, d'ailleurs, je sais pas. Mais en tout cas, bon, à l'époque, on a été signé, c'était Charles Aznavour. Et du coup, c'est vrai qu'il y avait ce truc lunaire où on était au milieu de ça. On se disait, mais pourquoi? Donc, ils avaient quand même dans leur truc, ils avaient aussi Grand Corps Malade. On n'était pas les seuls un peu jeunes, tu vois, dans ce truc-là. Ils avaient une volonté de vouloir, tu vois, aller vers des trucs un peu plus jeunes et tout. Et ils étaient hyper curieux, ils s'intéressaient vachement à des catalogues nouveaux. Donc c'est ça qui est... Mais c'est vrai que le truc est trop bizarre. C'est qu'on faisait des chansons hyper débiles et on était chez l'éditeur le plus... en place de Paris, et c'était très chelou. Ouais. En fait, ça nous aidait vachement en termes de trésorerie, si tu vois, pour financer les clips ou les trucs comme ça, c'était quand même hyper utile. Ouais. Mais on aurait pu évidemment le faire sans eux, mais ça aurait pas été la même chose, tu vois. Top bande-annonce. J'irai Lolé sur vos tombes, c'est un talk show qui arrive tous les vendredis à 17h sur ankama.com. Et cette semaine, nous avons un invité. Cet invité, c'est... Bah, c'est moi. Oldelaf, mesdames et messieurs. Alors, ne nous loupez pas. Il est où ton écran? J'ai envoyé la fin de la bande-annonce. Un talk show, 3 animateurs, un concept jamais vu. Oh mon Dieu, mais c'est magnifique! Golden Show, à l'époque, ça a été un peu une réaction. En fait, on finissait Nerds, on en avait marre, ça faisait 4-5 ans qu'on faisait cette série. On n'en pouvait plus des personnages, de l'écriture, de l'univers et tout. On avait envie d'écrire de nouveaux trucs, quoi. Et donc, en parallèle, on avait lancé J'irai Lolé sur vos tombes, qui était un talk show hebdo, qui était une grosse orga. C'était un gros truc parce qu'il fallait toujours booker les invités, machin. Encore une fois, on avait toutes les casquettes de normalement dans une émission télé, t'as 50 personnes. Là, on était 4. Et donc, c'était beaucoup de travail. Et en parallèle, on s'est dit, en fait, à ce moment-là, il y a eu l'explosion des facecam sur YouTube, qui est donc Yvick, Cyprien, etc. Des gens dans leur chambre qui parlent face caméra. Et en fait, c'était devenu, en France, à ce moment-là, c'était devenu la norme de l'humour. Et en fait, nous, on se disait, on était déjà vieux à cette époque-là, et on se disait, putain, mais c'est pas que ça, quoi. L'humour, c'est aussi des sketchs, quoi. Nous, on avait cette culture-là du Saturday Night Live et tout, tous ces trucs américains de sketch show et tout. Et ça n'existait pas en France à ce moment-là, les sketchs, sur Internet. Et en fait, on s'est dit, viens, on essaye de faire un sketch show avec 3 bouts de ficelle, comme on fait de toute façon tout, quoi. Et on a créé le Golden Show, qui était un 26 minutes mensuel. Donc en parallèle, on faisait toujours ce talk show. Et en parallèle, on faisait le Golden Show. Et donc, en gros, tout de suite, on s'est dit, on peut pas jouer juste Davy et moi, ça va être relou, toujours les 2 personnes. Donc, on a commencé à faire venir beaucoup de monde, plein de potes et tout. Et c'est vrai que c'est cette année-là, l'année où on a lancé le Golden Show, ça a été la même année où Bref a démarré. Et nous, Kian, on le connaissait d'avant quand il faisait déjà des vidéos sur Internet et tout. Et clairement, ils nous ont aidés de ouf. Hein. C'est que le fait que Kian apparaisse dans le Golden Show au moment où c'était le plus gros de la hype autour de Bref, ça a aidé le Golden Show à grossir. Et ça nous a rapporté du coup plein d'autres comédiens, machin, et ça a été vachement plus vu. Mais encore une fois, à cette époque-là, les vues étaient pas ouf. Hein. Il y a eu le sketch avec Kian qui était Bref, j'ai une voix off, où il explique que c'est une maladie, en fait, sa voix off. À part ce sketch-là, c'était pas des vues de dingue, quoi. Donc un peu bizarre, tu vois, c'est toujours ce truc où on grossit, on comprend mieux ce qu'on fait en termes de métier, mais on n'est pas non plus sur une réussite... global, quoi. Bah, en fait, moi, j'avais besoin... Davy, il était un peu plus frileux à faire rentrer du monde dans nos trucs, mais on sortait, tu vois, de 4-5 ans de production d'autoprod où on était que entre nous. Et moi, j'avais l'impression qu'on se nécrosait un peu et qu'il fallait faire rentrer des nouvelles énergies, et puis même rencontrer des gens, quoi, tu vois. J'ai compris, à moi, à ce moment-là, je commençais un peu à tourner pour d'autres trucs en tant que comédien. Et je voyais, en fait, la vraie vie d'un tournage, c'est-à-dire des ingé-sons, des machins, des trucs, enfin, plein de gens, quoi. Et je me disais, putain, en fait, il faut qu'on se nourrisse de ça pour avancer, quoi. Ça a été un petit moment charnière, le Golden Show, parce que c'est aussi grâce à ça qu'on s'est fait contacter par Canal. Il y a un jour, j'ai reçu un mail de Ariel Saraco, donc à l'époque était directrice des programmes de Canal. Et elle m'a envoyé un mail, vraiment une ligne. « Bonjour, j'aimerais vous rencontrer, pouvez-vous venir à Canal +» Et donc là, on chie dans notre froc et tout. Et on n'était pas du tout prêts, quoi. Pas du tout prêts. Et ce moment-là, ça a été le premier truc où, ok, là, ça devient un peu plus sérieux, quoi. Là, j'ai commencé à me dire, ok, peut-être que mon rêve d'enfant, il peut être faisable.
d'animer une émission de télé, machin. Là, j'ai commencé à me dire, ah, en fait, on se rapproche un peu du truc, quoi. Oh. Bonjour, vous êtes la 176e planète du système universel Orion. Nous sommes là pour vous proposer un traité de paix et rejoindre l'Union intersidérale des nations spatiales. Vous voulez signer? On arrive un peu au bout du Golden Show, on sent que ça prend pas comme on voudrait que ça prenne et tout. À ce moment-là, YouTube ouvre un appel d'offres. Ils ouvrent de la thune pour produire 10 chaînes. Alors, je sais plus combien c'était d'argent par chaîne. Nous, évidemment, alors qu'on est vraiment des acteurs de l'Internet français à ce moment-là, on n'est pas du tout au courant du truc. Et ça se passe dans des pipelines de boîtes de prod, tu vois. Donc c'est déjà les gars qui sont pas du web qui sont contactés pour faire du web. Et ben, il y a 10 prods qui rentrent, donc il y a Studio Bagel, il y a Golden Moustache, il y en a d'autres, j'ai oublié, mais il y en a eu 10. Quand Studio Bagel se structure, ils ont besoin de directeurs d'écriture parce que, en gros, pour écrire de la fiction, ils ont pris des gens qui, pour l'instant, ne font que des vidéos dans leur chambre ou quoi, tu vois. Donc écrire une vraie histoire et tout machin. En gros, on était un peu les seuls à ce moment-là avec Davy, donc on est contacté par Studio Bagel pour venir aider à l'écriture tous les gens du Bagel. En parallèle, il y a Golden Moustache qui nous contacte, qui étaient des potes, qui nous disent « Oui, on est en train de créer une chaîne YouTube, donc nous, on voudrait l'appeler Golden Moustache. Est-ce que ça vous dérange par rapport à Golden Show ?» Nous, on dit « Oui ». Et après, ils font « Oui, mais c'est déjà signé. » Ok, donc voilà, Golden Moustache s'est créé comme ça. Mais en tout cas, ils ont eu la décence de nous demander notre avis, mais de le faire quand même. Tu vois, ok. Moi, j'ai eu un pied dans chaque maison, c'est que en gros, avec Davy, on est arrivé pour aider à l'écriture sur Bagel. Au bout de quelques mois, en fait, Davy aimait pas trop ce truc de trop ouvert, en fait. Lui, il a besoin de maîtriser tout, il est assez contrôle fric. Donc, il y avait trop de gens, d'avis, de machin. Donc, il s'y est pas retrouvé, il a quitté le Bagel assez rapidement. La dernière saison du Golden Show a été produite par Golden Moustache et Alexandre Astier. C'était une coprod Alexandre Astier et Golden Moustache qui faisait la dernière saison du Golden Show. Et donc, du coup, moi, j'étais à la fois Golden Moustache et à la fois Studio Bagel. Donc, c'était assez schizo parce que à ce moment-là, il y avait un peu une guéguerre, tu vois, des vues, des machins, des trucs. Donc moi, j'étais un peu le Suisse trop nul qui était au milieu en faisant « Bah non, mais attendez, c'est avant tout de l'humour, voyons ». Période un peu chelou où c'était un peu des guerres, quoi. Il y avait aussi vachement de courses auprès des OP, des machins, des trucs. Enfin, c'était un peu voilà. Ouais, il y avait un petit côté guerre froide, tu vois, où il y avait deux blocs qui montaient. Toutes les autres chaînes, les fameuses 10 chaînes, tu vois, qu'avait lancé YouTube, finalement, il y en a 8 qui ont disparu. Il y avait vraiment que Golden Moustache et Bagel qui montaient. Ça a été une période hyper enrichissante parce que moi, j'ai rencontré énormément de gens et des gens créatifs, que ça soit à l'image ou en écriture, ou des techniciens via le Studio Bagel. Et moi, ça a été des vraies super rencontres hyper importantes qui ont continué ensuite tout le reste de ma carrière. Moi, j'ai gardé, voilà, on travaille toujours ensemble avec énormément de gens du Bagel. Et c'était hyper cool parce qu'il y avait un vrai, là on peut le voir, l'image, elle est ouf. Et le Bagel, la signature du Bagel, c'était vraiment la production value. C'est que tu te pointes avec le pire texte du monde, tu sais que ça va être très très beau et très ambitieux et tout, quoi. Donc c'était hyper intéressant aussi de proposer autant, tu vois, les autres prods se mettaient à faire des sketchs un peu comme on faisait au Golden Show, c'est-à-dire que c'est mon produit, mais on s'en fout un peu. Autant Bagel, il y avait vraiment un truc de on se fait chier pour faire des trucs qui défoncent. Essentiellement à cause de Ludoc, qui était le réalisateur et le directeur artistique du Bagel, qui a formé aussi plein de réalisateurs à aller dans ce sens-là, dont Théodore Bonnet et tout. Et donc, ouais, il y avait vraiment ce truc hyper ambitieux et c'était vraiment génial. Et donc, à ce moment-là, au bout d'1 an ou 2, je dirais, Canal a racheté Studio Bagel. Et moi, c'est là où les choses vraiment sérieuses ont commencé, c'est que je me suis retrouvé via un sketch du Bagel, je me suis retrouvé à Canal. Et là, le truc a vraiment pris... Enfin, là, je me suis dit, bon, ok, là, je suis dans un vrai taf, c'est parti, quoi. Moi, j'ai grandi... Il y avait, dans les années 80-90, en France, il y avait vraiment 2 parties de la population. C'était ceux qui avaient le décodeur, Canal, et ceux qui ne l'avaient pas. Moi, je faisais partie de ceux qui ne l'avaient pas. Donc, pour moi, mes références en humour, c'était Les Inconnus, Eric et Ramzy sur M6, machin. Donc, il y avait un truc de Canal où je sais que tout le monde dit que c'est incroyable et c'est hyper novateur, machin, et en même temps, je peux pas le voir. Donc, il y a un truc un peu frustrant, tu vois, de me dire « Ah, les gens cool sont là-bas et je peux pas les voir ». Quand on a été racheté par Canal, alors moi, pour moi, c'était inconcevable, tu vois, ce truc-là. Et du jour au lendemain, c'est genre « Ah, ok, on a un badge et on va bosser à Canal pour écrire les mêmes blagues, tu vois, mais dans des bureaux avec le logo Canal+. » Quelque part, en fait, je me suis dit que les seuls en France qui peuvent acheter et financer mes projets, en fait, il n'y a que Canal+, tu vois, en télé. Donc, c'était assez logique, au final, que je me retrouve à leur proposer des trucs à eux et pas ailleurs, parce qu'en vrai...
Qui aurait pu financer un sketch où il y a deux paysans qui se prennent du sperme d'aliens pour signer un traité de paix? Enfin, tu vois, c'est pas... Je pense pas que Arte achète ça. À cette époque-là, en tout cas, maintenant les fictions françaises dans toutes les télés se sont vachement libérées. France 2, sont les premiers à faire des séries fantastiques et tout, donc ça s'est vachement démocratisé, le genre. En tout cas, à cette époque-là, 2010, là, c'était... ouais, il y avait que Canal qui pouvait faire ça, ouais. Là, à ce moment-là, j'ai la dalle. C'est que je viens de... Ça fait 10 ans que je fais 15 000 trucs, mais où je suis pas vraiment payé ou quoi, machin, où je vivote en fabricant. Et là, je me dis, bah là, ça y est, j'ai une opportunité, comme dirait Eminem. If you have one shot, one opportunity. Là, je me suis dit, bon, bah, là, j'active mon mode ambition et j'y vais. Et je commence à m'intéresser, à comprendre ce que ça veut dire, le métier de production. Et donc, je commence à m'intéresser à tout ça, à qu'est-ce que ça veut dire. Et à me dire, bah, en fait, c'est pour arriver à la maîtrise totale de ce que je veux fabriquer, en fait, il faut que je devienne producteur. Dans les dernières années Bagel, je fais Recette Pompette, où j'ai vraiment tout fait, c'est que j'ai vraiment dessiné le plateau, j'ai dirigé le générique du début, je faisais la programmation avec Louise, qui est juste derrière, qui a connu la guerre avec moi, parce que programmer Recette Pompette, c'était un délire. Et donc j'étais un peu sur tous les fronts quoi, de ce projet-là, et en fait, je me suis dit à un moment, bah, en fait, je fais un métier de producteur là. Et après Recette Pompette, je me suis dit il faut que je bascule. Ouais, les Frères Pétou, en fait, c'est un truc qui est resté pendant longtemps. En fait, j'ai essayé de vendre une adaptation en série à Canal, mais c'était pas la bonne idée, ou eux n'avaient pas encore l'envie, machin. On n'arrivait pas à trouver le bon truc. Pendant des années, j'ai pas lâché, je relançais régulièrement et tout. Et puis là, ils ont relancé le studio Bagel il y a 1 an avec une nouvelle personne à la tête, qui est Lies Bouchiche, qui dès le début m'a dit mec, les Frères Pétou quoi. En tout cas, là, ça sort pour Noël. Sur YouTube et aussi sur MyCanal. Et donc c'est une série de 5 x 15 minutes où j'ai voulu faire une espèce de sorte d'origin story des deux frères pour qu'on comprenne d'où ils viennent et tout. Refaire l'exercice, parce que moi ça faisait 7-8 ans que j'avais pas fait ce truc-là. Évidemment, c'était de le faire plus fat, c'est que là dans les sketchs je joue 3 personnages. Dans la série, j'en joue 7. Et du coup, c'était un peu tester, prendre la température, voir si c'est viable et tout, et pouvoir le développer et continuer à faire, donc je sais pas, sous forme de série, de film, je sais pas encore. On va voir comment est accueillie déjà la série. Et puis moi aussi, dans mon écriture, j'ai changé un peu des trucs. C'est que depuis 1 an ou 2, j'ai envie de rajouter du fond dans mon écriture. Donc je sais pas comment va être accueillie cette série, parce que ça raconte un peu des trucs aussi, quoi. On reçoit maintenant Pierre-Patrick, qui a perdu son bras suite à un accident de travail. Pierre-Patrick, bonjour. Bonjour Michel. Alors Pierre-Patrick, c'est une première en France. Mon plus grand succès. Expliquez-nous. Écoutez, c'est très simple. En fait, il suffit d'enregistrer les fonctions désirées dans la base de données. Et par exemple, je peux vous montrer la fonction que j'ai enregistrée ce matin. C'est la 2. Oui, attendez, parce que je mets... Attendez, parce qu'il y a mon aide-soignant qui est pas... Est-ce que vous pouvez m'aider? Ouais, voilà. Parce que c'est de... Je vais essayer. Non, visiblement, ça ne marche pas. Pierre-Patrick, vous n'avez pas perdu la main. Passage à l'antenne de Canal+, première désillusion, puisque en gros, on fait le dézapping du Before, qui est... Aujourd'hui, je pense que tu prends n'importe quel sketch, c'est problématique de ouf. Je sais pas comment ils acceptaient de diffuser ça, c'est ouf. Hyper sexiste, hyper misogyne, hyper raciste, hyper homophobe, enfin c'était l'enfer sur Terre. L'humour vieillit très vite depuis quelques années, et là c'est vrai quand tu vois le dézapping, tu fais waouh putain. Mais en même temps, là-dedans, il y avait des trucs vraiment trop cool. En fait, c'est une parodie du zapping, donc on devait sortir 7 à 8 sketchs par jour. Donc du coup, c'était en mode industriel, et en fait, il y avait un moment, évidemment, qu'il y avait des sketchs nuls ou faits à la va-vite qui passait là-dedans, quoi. Mais il y a, on l'a vu, il y a mon plus grand succès de ma carrière, qui est la parodie du magazine de la santé avec le bras robot. Et en fait, ce truc, quelqu'un a pris l'extrait de ce sketch, l'a foutu sur je sais pas quoi, et c'est parti en viral. Et en fait, donc je sais pas, ce sketch, il a, je sais pas, 6-7 ans. Et en fait, c'est des milliards et des milliards de vues, vraiment. Tous les 5-6 mois, il est repartagé par un nouveau compte à 500, 800 millions de followers et tout. Et en fait, ça fait ça depuis 7 ans. Il y a des gens, genre Snoop Dogg a partagé ce sketch, il y a 50 Cent a partagé ce sketch et tout. Et à chaque fois, je le vois passer. Je vois les Américains, ils pensent que c'est vrai. Ils savent pas que c'est une fiction. En tout cas, il y a toujours... Et c'est trop bizarre, quoi, d'avoir créé un buzz mondial, tu vois, et que personne sait que c'est toi qui l'as fait. C'est très, très chelou. C'est très, très bizarre. Quand je dis désillusion, c'est que je commence par le rappel des titres. En fait, je faisais une parodie de BFM dans le dézapping. Et comme je le faisais super bien, en fait, ils m'ont pris et ils m'ont ramené dans le Grand Journal pour faire le rappel des titres, qui est une parodie de news. Voilà. Et en fait, je me retrouve au Grand Journal à faire des blagues que je ne comprends pas. C'est que je fais des blagues sur l'actu politique,
qui est pas du tout mon humour, qui est un truc dont ça m'intéresse absolument pas. Et je me retrouve à faire des vannes que je ne comprends pas. Là, dans l'extrait, il y a une vanne sur deux, je les ai pas captées. Hein. Le coup du soldat inconnu, je sais pas ce que c'est. Très très bizarre, très schizo dans ma tête. Là, ça y est, je suis hyper bien payé. Je suis hyper vu. Dans la rue, il y a plein de gens différents qui me reconnaissent. Et qu'avant, j'avais les jeunes et les jeunes adultes. Là, j'ai vraiment des gens avec des cheveux blancs qui me disent « Ah bah bravo, c'est génial !» Donc il y a un truc où c'est OK. Et en même temps, bah, j'aime pas ce que je fais. Donc c'est très très bizarre. Grande rencontre de ma vie. Antoine Decaune anime l'émission. On est nos loges côte à côte. Et en fait, on devient potes et on devient hyper proches et tout. Et je lui dis ça au bout de 1 mois et demi, 2 mois. Je dis « Je vis très bizarrement ce que je suis en train de faire là. C'est que je fabrique un truc qui est vraiment ce que je voulais faire depuis que je suis enfant, sauf qu'en fait, je comprends pas ce que je fais, enfin, c'est trop bizarre et tout. Et Antoine m'a donné plein de conseils qui m'ont réussi. J'ai réussi à mieux vivre tous ces trucs-là. Tu vois, je me suis fait un stylisme trop bizarre pour... Je pense que mettre des lunettes, c'était dire, c'est pas vraiment moi, hein. Il y avait un truc un peu de m'excuser, bon, c'était un peu bizarre. Et ensuite, on a pris avec Alison la météo. Et là, pour le coup, la météo, je m'amusais beaucoup plus et c'était vraiment du sketch tous les jours. Alors évidemment, on devait dire la météo, mais je pense que tout le monde s'en foutait. Et donc du coup, ça m'a permis de faire des trucs vraiment cool avec des gens complètement dingues en face. Par exemple, j'ai fait une météo devant Snoop Dogg au Grand Journal à Cannes. Enfin, il y a plein de trucs comme ça où je me dis putain, et là, c'était vraiment un kiff, quoi. C'était vraiment génial à faire. Mais je crois que c'est un peu pour tout le monde, pas que dans le divertissement, c'est pour tout le monde, c'est arriver à trouver l'équilibre entre faire un truc qui t'intéresse pas, mais tu sais que ça t'amène des choses, et pouvoir faire les trucs qui t'intéressent vraiment et réussir à avoir les deux en même temps, quoi. Quand les enjeux sont aussi hauts quand t'es au Grand Journal, à cette époque-là, c'était l'émission numéro 1 en télé, c'était 2 millions, 1,5 million, 2 millions d'audience et tout. Là, c'était le moment où les gens cool étaient là, quoi. Donc du coup, il y avait un truc où je me disais, putain, trop bizarre d'être là et de faire des blagues sur des politiques que je connais pas. Je vais pas dire que j'ai pas bien vécu le truc, mais c'était très confusant dans ma tête, ouais. En fait, là, t'es pas producteur, tu vois, t'es un intermittent au milieu, donc c'est pas toi qui drive les auteurs, les machins, les trucs. Il y avait un directeur d'écriture, on bosse ensemble sur tous mes projets, qui s'appelle Grégoire D. On a vraiment tout ce que je fais depuis, c'est avec Greg. Et donc c'était lui qui gérait les auteurs. Et lui, pour le coup, il était vraiment au fait, tu vois, de l'actu, société, politique, machin, tout ça. Donc moi, je recevais les textes, je les lisais. Ceux qui marchaient bien dans ma bouche, on les gardait. Ceux qui marchaient moins bien, on les jetait. Et puis voilà. Mais après, c'est un truc où, en fait, encore une fois, c'est un rythme industriel, tu vois. Où là, je pense qu'il y avait, je sais pas, 4-5 auteurs, je dirais. Et quand t'es auteur pour ça, tu le sais que de toute façon, t'envoies 3 pages de texte et il y en a une qui va être gardée, tu vois. Et ça va pas être les blagues que tu préfères qui vont être gardées. Mais en fait, ça fait partie du jeu, tu vois, tu l'acceptes. À partir du moment où tu acceptes de faire une quotidienne, tu sais que déjà, tu mets ta vie de côté pendant 1 an, parce que tu ne fais que ça. Tu sais, il faut accepter qu'il y a des jours où tu seras nul. Ça va donner de la force pour le lendemain faire mieux, tu vois. Et donc, il y a ce truc où tu acceptes déjà de partir avec une balle dans la jambe, tu vois, quand tu signes une quotidienne. Donc moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui font encore des quotidiennes aujourd'hui. Je pense à Yann Barthès et tout. Ça fait des années qu'ils continuent. Et c'est un rythme qui est hyper dur, qui est hyper violent, parce que c'est vraiment, tu prends des cheveux blancs à une vitesse folle, quoi. T'as 0 vie sociale, enfin, c'est un truc qui est très compliqué. Et aussi en auteur, hein, c'est que même les gens qui sont pas à l'image, c'est un rythme de l'enfer. En même temps, il y a un truc où tu te dis, je suis en train de fabriquer du contenu, mais de vénère, quoi. C'est vraiment, genre, c'est énormément de contenu et c'est trop cool. Action. 2016, l'année de Stéphane Bern. Bonjour, bonjour Stéphane Bern, comment ça va? Ah bah en pleine forme. Écoutez, merci le beaucoup. Fou du Roi, comment ça va non, bien? Le Fou du Roi c'était avant. Secret d'histoire, comment ça va bien? Ah oui, vous mélangez tout se joue avec Nagui, tout ça, number 1, Stéphane Bern. On va commencer cette émission. Ravi de vous rencontrer. On va faire une recette, pas piquer des hannetons. Santé. Donc en gros, Recette Pompette, c'est une émission québécoise. Le producteur du studio Bagel, Lorenzo Benedetti, tombe sur ce format et me dit « Mec, il faut absolument qu'on adapte ça et tout, machin. » On est parti là-dessus parce que moi, j'avais fait 1 an ou 2 avant, j'avais déjà fait un pilote d'un truc alcoolisé. En gros, j'interviewais des gens ivres-morts à la sortie des boîtes sur des questions d'actu. Et en fait, ça marchait pas parce que toute l'équipe technique avait bu avec moi. Et donc, c'était un enfer. Enfin, il n'y avait pas le son, le cadre, il était comme ça. Bon, c'était l'horreur. Mais donc, bref, on avait cette envie de faire un truc d'alcool. Studio Bagel rachète le droit au format de Recette Pompette. Heureusement, ils ont été super cool sur la charte. Ils nous ont pas fait chier. Ils m'ont laissé vraiment amener ma touch. Et dans le conducteur de l'émission, mais aussi graphiquement et tout. Je voulais vraiment changer plein de trucs. Et c'était vraiment génial à faire. C'est une période, pareil, qui
qui est un moment très important dans ma vie parce que je me suis retrouvé pour la première fois de ma vie à animer seul une émission et à avoir vraiment la main sur quasiment tout. Et c'était vraiment génial de pouvoir choisir mes équipes, mes machins, mes trucs. Mon réalisateur qui était un gars avec qui je voulais travailler depuis des années, Henri Poulain, qui est actuellement c'est lui qui fait les rencontres du Papotin sur France 2. En fait à chaque fois il fait des émissions hyper différentes et tout et je voulais vraiment travailler avec lui. En fait au début on le savait, on s'y attendait qu'il allait y avoir une levée de bouclier des associations contre cette émission. C'est pour ça que dès le début, tu vois, on a fait un disclaimer dans l'émission, on dit attention, machin. Au montage, on a enlevé des shots. En fait, au montage, on se démerdait pour qu'il y ait une dizaine de shots d'alcool à peu près, alors que sur le tournage, c'était entre une trentaine, tu vois. C'est une trentaine de shots de vodka, donc vraiment c'est beaucoup, quoi. On faisait hyper gaffe quand même à l'image qu'on renvoyait. Et après, quand les associations nous ont tapé dessus, alors qu'effectivement l'émission n'avait pas encore été diffusée, bah en fait je comprends, en même temps c'est normal, tu vois, c'est des assos et ils ont besoin de faire parler d'elles et d'envoyer leur message, donc c'est normal qu'ils profitent d'un truc et je l'ai compris et moi je l'ai pas vécu comme une polémique parce que de toute façon l'émission allait sortir, de toute façon, à part si la direction de Canal disait bah non on annule, tu vois, mais ils m'ont soutenu dès le début, ils m'ont dit non on va le sortir, ça va être cool et tout. Au contraire, je me suis dit bah tant mieux qu'il y ait des assos qui viennent et qui parlent et qui sensibilisent les gens. En vrai, tant mieux, quoi. À partir du moment où j'ai su que j'allais faire cette émission, j'ai arrêté de boire en dehors des tournages. J'ai demandé vachement à l'animateur québécois comment lui il faisait pour... mais vraiment des questions techniques, tu vois, avant l'émission, est-ce que tu bouffes, machin, enfin, tu vois, des trucs comme ça. Donc je me suis vachement préparé physiquement. À côté, je faisais énormément de sport et tout pour être taqué, quoi. Et pas finir comme un vieux sac à vin. On faisait une émission à peu près toutes les 3 semaines, un peu en vrai quand on chopait un invité, tu vois. Il y a eu des fois, on a dû, je crois qu'il y a 2 fois, on a dû enchaîner 2 jours de suite. Ça, c'était l'enfer, c'est que tu sors d'une énorme caisse avec gueule de bois et tout, et le soir même tu rebois. Ça, c'était vraiment dur. Je me rappelle très bien les shots de vodka qui étaient là, et tu bois et ton taux d'alcoolémie repart tout de suite, quoi. Techniquement, il fallait quand même vachement préparer ce tournage-là. Et après, dans le conducteur, c'était hyper intéressant de préparer l'émission parce que tu prépares ton émission en fonction de comment tu sens que les gens vont être plus ou moins bourrés. Avec ce fameux moment de l'interview au coin du four où les gens se confient. Et ça, il faut le faire quand les gens sont bien arrachés, mais pas trop non plus. Parce qu'on veut qu'ils parlent, tu vois, parce que au dernier tiers de l'émission, les gens en général ils pouvaient plus parler. Et après, moi aussi, tenir, c'est qu'il fallait que j'arrive à tenir mon émission. Et ok, c'est rigolo, on boit des shots de vodka, mais ça reste une vraie émission. Il faut quand même arriver jusqu'au bout. Il y avait un truc aussi de gérer un peu le conducteur de l'émission. Moi, je tenais jusqu'à l'interview au coin du four dans ma tête, tu vois. Et après, une fois que j'avais fait mon interview, je gérais plus rien. Et c'était nimp, mais au moins c'était écrit de façon à ce que c'est pas grave, on peut aller jusqu'au bout du truc. En saison 1, c'était que de la vodka dans les bouteilles. Il y a des invités qui ont vraiment pris très très cher. Donc du coup, en saison 2, on a pris une bouteille de vodka pure et une bouteille diluée à 50% d'eau. Et en gros, en fonction des invités, selon l'état, des fois on mettait des shots avec un peu d'eau mélangée à de la vodka. Il y avait toujours de la vodka dans les verres, mais des fois c'était un peu dilué pour pouvoir tenir jusqu'au bout du truc. Parce que en saison 1, on a eu des vrais problèmes avec les invités, où il y a des émissions, on a dû les arrêter, machin, enfin, c'était très compliqué. Du coup, après, on a appris un peu de nos erreurs, et voilà. Mais après, c'était marrant parce que autant la saison 1, ça a été très compliqué d'avoir des gens, autant la saison 2, c'était l'inverse, c'est qu'on a dû refuser des invités. Il y avait une vraie demande de ouf de faire recette pompette. Ouais, c'était vraiment génial. C'était une période de ma vie qui était trop bizarre. Et c'est marrant parce que je suis en même temps au Grand Journal, si je dis pas de conneries. Je crois que je dis une connerie. Où j'en sors. Enfin, en tout cas, je suis connu, quoi. Et les recettes pompettes explosent. Et là, je sens que j'ai la hype de ouf. C'est une période où j'ai des propositions de long métrage tous les mois, machin. Enfin, c'est tout le temps. Et en fait, je le gère trop mal, ce moment-là. En fait, je refuse plein de trucs. Parce que je me dis, bah non, j'ai pas envie de ça. Enfin, je me dis, j'ai le choix. Donc, du coup, je me dis, bah, je vais choisir le truc qui me fait vraiment kiffer. Et en fait, j'ai très mal géré ma hype. L'année d'après, je fais 3 films au cinéma. Je fais Budapest, je fais Taxi 5 et je fais Spirou et Fantasio. Et en fait, l'après ça, donc ça, je tourne avec des copains. Mais en fait, après, je refuse plein de trucs et tout machin. Et je vois ma hype qui s'effiloche et qui finit dans le caniveau. Et je vois qu'on m'appelle plus du tout et tout. Et donc, je me dis, ok. Donc là, avec Recette Pompette, j'ai connu le up de ma carrière. Le plus gros up, c'était ça. J'étais invité partout, j'avais des cadeaux, machin. Enfin, j'avais 15 000 trucs. Et plus rien, parce que j'ai refusé trop de choses. Et en même temps, je me dis, est-ce que... J'ai vu les gens qui ont émergé à ce moment-là, en même temps que moi, il y a une génération d'acteurs qui ont émergé à ce moment-là, qui maintenant sont
tout en haut qui tourne tous les mois, ils sortent des longs métrages, des séries, des machins, des trucs. Moi, que dalle. Évidemment que j'ai mal vécu ce truc-là, mais en même temps, bah, tout va bien, j'ai de la thune, je suis content, j'ai un chien, tout va bien. Et je me dis, si à ce moment-là, j'avais accepté tous les trucs, j'aurais pas du tout eu la même carrière que maintenant. Moi, juste derrière ça, je crée ma boîte de prod. Je produis Crac Crac, qui est un magazine sur la sexualité, qui est vraiment une niche. Je le sais, en le faisant, je sais que ça va pas être vu, c'est interdit aux moins de 16 ans. En digital, c'est impossible de voir, ça va être shadowban partout et tout. Je sais que ça va pas être vu, mais je fais ce qui m'éclate. J'ai envie de voir le monde, je me sers de mon émission de cul pour aller faire des reportages dans le monde entier, en Inde, aux États-Unis, machin. Et en fait, je suis hyper content d'avoir cramé ma hype parce que j'ai quand même fait des trucs qui me faisaient kiffer et j'ai les codes. Et je sais que le jour, si jamais la hype revient un jour, je sais comment je devrais faire et comment je gérerai le truc. C'est un vrai moment charnière dans ma carrière, les recettes pompettes, parce que vraiment, ça m'a amené très, 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 très haut. Et ça m'a permis de voir ce que t'as quand t'es très, très haut, quoi. À quel point tu te fais courtiser et tout. T'es pas obligé de céder aux sirènes, quoi, tu vois. Mon producteur du Grand Journal, Renaud Levanqui, m'avait dit une phrase qui m'est restée de ouf. Je pense que je m'en suis un peu trop servi, mais quand même, je pense que ça m'a aidé. Il m'avait dit, c'est au refus qu'on voit une grande carrière. Et c'est souvent pas accepter mais refuser qui fait que tu as une grande carrière. Et j'ai un peu trop refusé, j'ai un peu trop suivi son conseil, mais en attendant, je suis content de pas avoir fait tout et n'importe quoi. Et aussi, je suis content d'avoir eu les clés de mon métier. Quand tu te montres pas, on t'oublie très très vite. Très très vite. Mais en fait, faut pas le prendre pour toi, faut pas te dire que t'es nul, machin, faut te dire que c'est le jeu. Moi, j'avais décidé de pas jouer ce jeu-là à ce moment-là et je l'assume et c'est cool, tu vois. Voici donc le moment gênant de la soirée. Il vous est proposé par Monsieur Poulpe. Ça me fait vraiment plaisir de vous voir ce soir. C'est la grande soirée du cinéma. Il y a eu plein de morts cette année et pourtant, je vois pas de sièges vides. Vous les avez vite remplacés quand même, hein. C'est pas comme Neymar. Je sais pas. Bah, en gros, j'étais auteur. En fait, Manu, quand il a accepté d'animer les Césars, il m'a demandé d'être auteur sur la cérémonie. C'était hyper intéressant parce que auteur au César, tu n'écris pas que les trucs, t'es aussi en mise en scène. Donc, je me suis retrouvé pendant les répètes à diriger Pierre Richard, qui est genre pour moi un summum de l'humour absurde. Et donc j'étais avec lui, je le dirigeais, c'était ouf. À un moment, j'ai eu cette idée de sketch, de moment gênant, où je disais c'est ouf, tous les ans il y a un moment gênant, venez on le fabrique. Et là Manu dit ouais alors putain, la personne qui va jouer ça, faut qu'elle en ait rien à foutre de sa carrière, parce qu'il y a tout le cinéma français dans la salle, quoi. Et là, toutes les têtes se sont tournées vers moi. J'ai fait « Ok, d'accord ». Donc c'est pour ça que je fais ce sketch. Moi, j'adore le cinéma, hein, mais mon rêve d'enfant, c'était animer une émission de... Voilà. J'adore faire du cinéma aussi. C'est un truc que j'arrive pas encore bien à comprendre ma place là-dedans. Est-ce que je suis comédien? Est-ce que je suis auteur? Est-ce que j'arrive pas trop à savoir. Mais en tout cas, quand j'ai joué pour les autres, c'était un vrai kiff parce que à chaque fois, c'était des potes et je proposais énormément et toutes mes impros étaient vachement gardées et tout, donc ça, c'est cool. Et après, en auteur de cinéma, j'essaye, mais c'est des trucs sur le long terme. C'est très long à fabriquer et comme moi je viens d'un milieu où je suis dans l'immédiateté constante, c'est très frustrant pour moi d'être sur des projets à long terme, quoi. Et puis après, bon, Guillaume il le savait, hein, il savait, je l'avais prévenu, je dis mec je vais te prendre à partie pour les trucs nuls, tire la gueule un maximum et voilà. Mais là moi ce passage j'en avais rien à foutre parce que pour moi j'étais auteur de la cérémonie, tu vois. Donc là c'était un remplissage de cases, tu vois, pour moi c'était pas grave que je le joue, que je le joue pas. J'étais plus sur ah, attends putain le sketch d'après c'est très compliqué techniquement machin, enfin tu vois j'étais dans... Donc c'est pour ça que je suis hyper mal coiffé là, c'est parce que vraiment j'étais en... Mon smoking il est trop mal taillé, enfin c'est nul. En fait tellement j'étais pas dans le truc de je vais aller sur scène et faire des blagues, tu vois. Bonjour. C'était hyper bien comme jingle. Merci. Ouais. C'était notre première production avec Vanessa Bria quand on a créé notre boîte de prod ensemble. On s'est dit, bon, on va faire un peu notre carte de visite, c'est qu'on prend un magazine de sexualité, mais on va mettre tout ce qu'on sait faire dedans, donc images hyper belles, plateau de ouf, des incursions de fiction dans la réalité, machin, enfin il y avait tout un truc comme ça. C'était vraiment vraiment génial à fabriquer. Et puis moi je mettais beaucoup la main à la pâte, c'est que je faisais des reportages incarnés, donc j'ai donné de ma personne dans le monde, parce que j'ai fait mouler mon anus pour faire des chocolats. En attendant, c'était vraiment génial à fabriquer. Au bout d'un moment, au bout de 4-5 ans, parler de sexe
en continu, être avec des gens, des machins, des trucs, c'est hyper intéressant, mais il y a un moment tu fais un peu une overdose. Donc j'étais content que ça s'arrête et de passer à autre chose. On a fabriqué un vrai bordel de A à Z, entièrement maîtrisé dans tous les sens, et c'était vraiment génial à faire. Recette Pompette se fait interdire par le CSA. Et là, Canal me demande, donc Ariel Saraco, toujours cette directrice de programme qui est ma maman de la télé, elle m'a vraiment appris tout, quoi. Ariel me dit, écoute, je veux qu'on fasse une émission aussi sulfureuse et subversive que Recette Pompette, mais qui passe entre les mailles du filet du CSA, démerde-toi, réfléchis, quoi. Et je me suis dit, bah, le seul truc qui est un peu ouf en télé, c'est le cul. Mais par contre, on va le faire pas porno machin, on va vraiment faire un truc sur la société, quoi. C'est parti de toujours fabriquer un truc subversif, mais qui passe, quoi. Quand on a commencé à enquêter pour préparer l'émission, moi je venais avec tout mon passé de blagues, de machin, de trucs. On savait qu'il allait y avoir de l'humour dans l'émission. Mais très rapidement, en enquêtant, je me suis rendu compte que en fait, il y avait beaucoup de souffrance dans les pratiques sexuelles qui sortent de la norme. Très vite, j'ai compris qu'il y avait des gens qui en souffraient, qui machin, qui... Et donc, je me suis dit, en fait, on peut pas venir en faisant des vannes et c'est parti, machin. J'ai changé un truc dans ma façon d'appréhender tout ça, je me suis dit, il faut pas qu'il y ait de jugement de valeur et pas qu'on ne rit pas d'eux, mais avec. J'étais dans ce truc-là, dans ce mindset-là, quand je suis arrivé sur ce reportage des fétichistes donc, qui s'appelle des kiffeurs. Et en fait, j'ai rencontré ces mecs. Déjà, j'ai vu des gars qui étaient chamés, qui étaient hyper cool, hyper ouverts et tout, qui voulaient témoigner à visage découvert pour montrer que c'est pas fou de faire ça et que c'est juste un fétichisme comme un autre, comme ça peut être du latex ou du cuir ou peu importe. Toute cette journée, je me suis dit, il faut que j'arrive à faire des blagues avec eux et qu'on rigole ensemble, quoi. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Et en fait, ce reportage, il est cool parce qu'en fait, il y a plein de gens qui se marrent, machin, enfin, c'est cool. Et je me suis dit, ok, là, j'ai appris un nouveau truc. Autant avant, j'étais dans un humour provoque, trash, machin, tout ça. J'ai compris que, en fait, t'étais pas obligé de faire ça pour être drôle et que, en plus, tu pouvais faire des blagues qui ne font pas souffrir les gens, mais qui, au contraire, te rejoignent dans ce truc-là. C'est l'année MeToo aussi, l'année où est sorti Crac Crac. Et donc, il y a tout ce truc qu'on ne connaissait pas, qui est l'humour oppressif, qui a été posé là, et où j'ai compris que moi, ça faisait des années que j'en faisais. J'ai réalisé, parce que je me rendais pas compte, en fait, que, en fait, il y a des gens que ça fait pas rire, que machin. Que moi, j'étais dans un truc de « Ah oui, mais on s'en fout », et tout. En fait, j'ai compris que non, on s'en fout pas, en fait. J'ai une grosse prise de conscience sur tout ça. Je continue à en faire, hein. Il y a des blagues, des fois, qui passent, où je me dis, 6 mois après, « Ah putain, pourquoi j'ai fait ça ?» Mais en attendant, j'ai compris avec Crac Crac que il fallait faire gaffe à ce qu'on raconte, et que y a des gens de l'autre côté de l'écran, quoi. Le challenge, c'est de parler de moi avec sincérité, tu vois, et en fait, j'ai jamais fait ça, quoi. T'es super. T'es génial. T'es un lion. J'ai l'impression qu'il y a un truc où on a envie de retrouver du vrai, de l'authentique. Et du coup, je me dis, venant de la part d'un mec qui se cache derrière un pseudo, ça peut être cool. Mesdames et messieurs, manifestez-vous! En fait, ça fait des années que je fais de la scène. Je l'ai fait avec les Rois de la Suède. Je l'ai fait ensuite en gala d'humour. Il y a 8-9 ans, Verino m'a dit un jour, mec, je fais un gala dans 6 mois. Je veux que tu fasses un sketch. Et je dis, j'ai pas de sketch. Il me dit, justement, t'as 6 mois pour en faire un. C'est Verino qui m'a mis à faire des blagues seul sur scène. Je suis dans ce truc-là où j'ai envie de faire ça, mais j'ai ni le temps, parce que ça demande énormément de temps. En même temps, je suis dans un truc où je sais pas trop ce que je veux raconter. Et les années passent. Je fais plein d'autres projets, mais j'ai toujours ce truc-là en tête. Le Covid arrive, et le Covid mixé avec ma traversée du désert tombe très bien, et où je me dis, là, j'ai plus de taf, c'est le moment où je peux réfléchir. Je peux réfléchir avec ce que je veux faire, ce que j'ai fait depuis des années, ce que je voulais faire en fait il y a des années, que peut-être je me suis un peu perdu, machin. Et en fait, j'ai commencé à me dire qu'il était temps peut-être que je raconte, que je mette un peu du fond dans ce que je raconte et que je me raconte dans les blagues et ce genre de choses, quoi. C'est très compliqué quand t'as fait des blagues toute ta vie de te dire est-ce que je suis légitime d'un coup de dire des trucs pas marrants. Donc j'étais dans cette réflexion-là. Je savais que j'avais le temps d'enfin pouvoir préparer un spectacle. Je savais que j'avais l'envie, machin, tout ça. Mais je savais pas encore exactement, j'avais pas mal de trucs dont je voulais parler, mais j'avais pas encore le bon truc, et c'est l'été dernier, j'ai pris un max de weed. Moi je note quand je suis défoncé, je note, j'ai des cahiers de notes, de blagues, de machins, de trucs. Et j'ai eu l'idée des 2 micros, et les 2 micros, ça m'a complètement débloqué le truc, où je me suis dit, mais oui, en fait c'est ça, c'est que je peux et à la fois faire des blagues débiles, et à la fois dire des vrais trucs. Nombril est né comme ça, c'est que
voilà, de toutes ces réflexions-là. Je fais un peu interlude, c'est que je raconte un peu tous ces trucs-là, tous les trucs que j'ai fait dans ma vie et l'impact que ça a eu sur moi. Et j'essaye, même si vous voyez le spectacle, vous allez voir, j'ai une vie riche en péripéties étranges, mais parce que je l'ai aussi cherché, c'est que je me suis mis exprès dans des situations un peu vénères pour vivre ces trucs-là. Et j'essaye de faire en sorte que ça soit quand même universel et que les gens s'y retrouvent dans ces trucs-là que je raconte. Et surtout, bizarrement, en fait, c'est quand même un spectacle pour les mecs, parce que moi, j'ai eu une prise de conscience avec MeToo, avec tous ces trucs-là, de à quel point on n'est pas si super que ça. Et donc, du coup, voilà, j'ai essayé de mettre ça dans ce spectacle aussi. Ouais. Bon, c'est hyper intéressant à faire, mais en même temps, c'est très schizo parce qu'avec mon co-auteur, Greg, on a écrit pendant 6 mois des trucs qui sont très deep, quoi, chez moi, des trucs dont j'ai jamais parlé et tout. Et donc, il y avait un peu un truc de moitié séance de psy, moitié écriture. Enfin, c'était très, très chelou. Et mon co-auteur est ressorti de là en disant on va peut-être pas se voir pendant un petit moment parce que je suis allé un peu trop loin dans le truc. Mais en tout cas, c'était hyper intéressant. C'était une nouvelle écriture que j'avais jamais fait. Et ça, c'est trop cool, tu vois, de pouvoir sortir de ton pattern et de ta routine d'écriture, c'est génial. Pendant le début de Nombril, moi j'ai fait les frères Pétou en parallèle. Et en parallèle, je faisais des OP, des machins, des trucs sur Twitch. Donc là, en fait, j'ai réussi à fermer tous les tiroirs. Petit à petit, ça a été très long et très compliqué, mais en fait, j'arrive à fermer tout et de n'avoir plus que le spectacle. Du coup, là, j'arrive à un vrai moment de ma vie où je suis dans un truc de « OK, je vais pouvoir lancer des nouveaux trucs ». Je vais m'obliger, ma meuf appréhende très fort ce truc-là, mais je vais m'obliger à rien faire pendant 10 jours de vacances, ce qui m'angoisse totalement. Mais je vais essayer de absolument pas travailler, pas réfléchir, pas écrire, pas machin. Et après, je vais me remettre à bosser sur des trucs, des projets, des vieux trucs. Voilà. Mais je vais essayer de faire une espèce de reset, mais qui m'angoisse de ouf. Hein.